Et oui, l'année 2021 s'achève. Vous écoutez l'épisode 16, l'avant-dernier épisode de la toute première saison dans toute liberté avec Vicky. Je veux finir l'année avec toi dans une rétrospective 2021 sur un sujet de l'actualité qui a été hyper important à mes yeux, les enjeux de la diversité, de l'inclusion et de la discrimination. En fait, on en est où dans le monde du travail? On en est où dans la société à cet égard? Bienvenue à toi, nouvel auditeur. Merci à toi qui écoute et qui s'intéresse à mon podcast. C'est grâce à toi que je vibre sur la bonne fréquence. En toute liberté, ça nous permet d'aborder librement les questions de culture organisationnelle, de modèles de gestion axés sur la confiance et de sujets percutants tels que l'ego, le contrôle, les peurs, l'intelligence collective et bien plus encore. En toute liberté, c'est aller au fond des choses pour sortir de nos zones de confort et expérimenter de nouveaux angles pour qu'une petite transformation s'opère. Comme personne, agent de transformation ou comme gestionnaire, je veux t'aider à te propulser vers des sommets qui te transforment. Merci d'entrer dans mon monde de liberté. 2021 a été vraiment une grosse année en matière d'ouverture, je dirais, mais aussi de constat par rapport à la diversité interculturelle. On a juste à penser aux affaires autochtones, ici, en fait, au Canada. J'ai reçu Richard Giguère, on a parlé de la situation en Afghanistan. Ça a été un gros sujet de l'actualité qui prend encore de la place puis qui ouvre des plaies de plusieurs combattants. C'est peut-être même dans une entreprise qui a fait ou s'apprête à faire du recrutement à l'international pour contrer les effets de la pénurie de main-d'œuvre. Je pense qu'on a évolué énormément dans les dernières années, minimalement les 10 dernières années sur le sujet, mais je voulais savoir, on en est où? Puis est-ce qu'on est vraiment sur la coche pour affronter 2022? Donc moi, quand je pense à ce sujet-là, évidemment, je pense à mon amie Corinne Béguerie qui a fondé Interculturel Service Conseil en 2010. Corinne est vraiment l'experte dans le domaine. Je te donne quelques informations sur elle, puis tu vas pouvoir évidemment le constater toi aussi. Donc, elle possède 30 ans d'expérience dans différents pays et elle se spécialise depuis plus de 12 ans en gestion de la diversité dans le milieu du travail. Elle intervient auprès des organisations dans le secteur public, privé et communautaire en donnant des formations et en accompagnant les entreprises dans l'accueil et l'intégration des personnes immigrantes au sein des équipes de travail. Elle a créé et enseigné à l'Université Laval de 2017 à 2019 le cours de gestion de la diversité de la main-d'œuvre, enjeux et perspectives qui est destiné aux étudiants du baccalauréat en relations industrielles de l'Université Laval. Elle prépare aussi sa thèse de doctorat sur la reconnaissance des compétences des médecins et infirmières immigrants. Membre étudiante de la chaire de recherche sur l'intégration et la gestion de la diversité en emploi et chargée de cours du projet d'avenir de la maîtrise sur les mesures en équité, diversité et inclusion de l'Université Laval. Donc, sans aucun doute, Corinne est toute désignée pour m'entretenir sur le sujet et avoir la discussion que je m'apprête à vous présenter dans les prochaines minutes. J'espère que tu vas apprécier. Bonne écoute! Bonjour Corinne, comment vas-tu ce matin? Bonjour Vicky, ça va très bien, je te remercie. Et toi? Ça va super bien. Je suis vraiment contente de faire cet avant-dernier épisode-là avec toi. Corinne, on se connaît depuis presque 10 ans. Je pense qu'on s'est connus au doctorat en relations industrielles dans un cours avec Frédéric, son nom m'échappe. Anna, exactement. Oui, ouais. Je me souviens exactement la journée même où je t'ai rencontré. Quelle belle rencontre. Oui. Tu m'as fait découvrir un monde aussi, la diversité et l'inclusion, c'est ta spécialité. Puis, voilà, j'avais envie de parler de ça en cette fin d'année avec toi parce que pour moi, l'accompagnement de la main-d'œuvre immigrante en entreprise, quand je pense à ça, c'est Corinne Béguerie, ni plus ni moins. Là. Donc, je suis vraiment contente. Merci d'avoir accepté mon invitation.
Merci pour tes bons mots. C'est toujours très agréable à entendre. Je suis très contente d'être là aussi avec toi. Good, super. Fait que tu as été une survivante, justement, toi, du doctorat en relations industrielles, bientôt finissante, je crois, bientôt PhD, bientôt. Tu as créé, ben, en fait, on va parler un peu de ton entreprise tout à l'heure parce que tu fais de l'accompagnement en donnant de la formation puis en accompagnant les entreprises dans l'accueil et l'intégration des personnes immigrantes dans les entreprises. Mais tu as aussi, ben, de par ton parcours doctoral puis la continuité de tout ça à l'Université Laval, tu as créé en 2017 et enseigné le cours Gestion de la diversité de la main-d'œuvre, enjeux et perspectives. Je voulais commencer avec ça parce que je me questionnais, c'est à savoir quels sont les objectifs, quelles sont les raisons du départ, pourquoi on a décidé d'intégrer ce cours-là au sein du département en relations industrielles, mais c'est dans le baccalauréat, n'est-ce Oui, pas? tout à fait. Pourquoi ça part d'où ce besoin-là? Écoute, comme tu l'as dit, je fais mon doctorat au département de relations industrielles de l'Université Laval et je suis dirigée par Kamel Béji et Frédéric Anna, qui était Oui, notre professeur déjà il y a quelques années. Et Kamel est titulaire de la chaire de recherche sur la gestion et l'intégration des diversités en emploi, la CRID. Et il est très, très impliqué dans ces questions d'intégration des personnes immigrantes, mais pas seulement, parce que la diversité, c'est pas seulement les personnes immigrantes, puis on pourra en reparler plus tard si tu veux. Mais Kamel cherchait à mieux former ou à former les futurs conseillers et conseillères en ressources humaines qui suivent le bac en relations industrielles. Et il m'a demandé, j'ai eu cette chance-là, il m'a demandé de créer, de monter un cours sur la gestion de la diversité de la main-d'œuvre qui serait un cours offert aux finissants du bac en relations industrielles. Moi, je l'ai monté comme un cours passerelle parce que j'ai mis en avant évidemment les savoirs académiques dont les étudiants et les étudiantes avaient besoin, mais aussi les connaissances, les compétences qui seraient nécessaires sur le terrain pour travailler en gestion de la diversité. Donc, je partageais mon expérience de consultation et ce cours-là était évalué à la fin de la session comme une situation de travail. Je leur demandais de mobiliser leurs connaissances. Donc, on n'était plus dans le par cœur, on n'était plus dans j'apprends des chapitres ou c'est plus des dans l'intégration des nouvelles compétences. Puis c'est quoi ces compétences-là que tu souhaitais que les futurs professionnels en GRH développent? l'agilité, la flexibilité, la tolérance à l'ambiguïté. Parce que on a beau se former, on a beau se renseigner, je pense qu'il n'y a pas de recette magique. Et j'avais dit à toute la cohorte, je disais à chaque fois d'ailleurs à toutes les cohortes, même après une session universitaire, même après tout ce que j'ai pu partager avec vous, il y aura toujours des situations dans lesquelles vous n'aurez pas la réponse toute faite. Donc, préparez-vous à vivre des situations qui sont parfois ambiguës parce que on travaille avec des personnes, on travaille avec des humains, donc on ne peut pas mettre tout le monde dans les cases. Puis on n'a pas de, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas de recette particulière pour travailler avec chaque personne. Hmm. Parce que là, si on se met en contexte de ces jeunes finissants-là, vont intégrer un emploi dans une entreprise. Puis, évidemment, en ce contexte de rareté de main-d'œuvre, le recrutement à l'international est une solution, pas magique, mais une super de bonne solution pour contrer ça. Là, tu es un jeune finissant, tu as peut-être certains biais, certaines perceptions à l'égard de certaines nationalités. Tu as ça à gérer, mais tu as aussi le fait que tu travailles puis tu accompagnes des gestionnaires en entreprise qui, eux aussi, peut-être même encore plus, ont des biais, sont pas prêts, ont de la difficulté à s'adapter à des cultures, à des mœurs différentes des nôtres, sont peut-être résistants, rigides. Fait que
c'est de les préparer, si je comprends bien, ces jeunes professionnels-là, à faire face à ce monde, ce nouveau monde Complexe. Oui, complexe. tout à fait. Ben, je n'avais pas la prétention de les préparer à connaître toutes les diversités. Là, on s'entend que moi, ma spécialité reste quand même l'intégration des personnes immigrantes dans le milieu de travail, même si je- j'ai une offre en équité, diversité, inclusion, même si je travaille sur ces sujets-là depuis 3-4 ans maintenant. Si je me forme aussi, je fais beaucoup de formations continues, j'essaie de rester à jour et puis de m'informer. Mais j'espérais dans ce cours-là, mon objectif, c'était vraiment de leur donner une base, les fondements finalement de la gestion de la diversité, susciter la curiosité aussi pour aller plus loin et les outiller pour qu'ils comprennent comment ça fonctionne. Non seulement les politiques publiques, parce que faut pas oublier qu'on est en Mhm. relation industrielle. Donc, il fallait faire le lien entre tout ce qu'ils avaient appris, tout ce que ces étudiants, ces étudiantes ont appris pendant le bac. Et ben, on travaille, on explique les politiques publiques, ça vient d'où, qu'est-ce que ça donne sur le terrain, comment ça redescend sur le terrain et comment, comme conseiller, conseillère en ressources humaines, ils peuvent bénéficier de ces politiques publiques, utiliser les programmes. Donc, je voulais OK, il y a les l'aspect outiller pour technique savoir, aussi. oui, l'aspect technique, OK. puis l'aspect compréhension, comprendre le monde qui les entoure aussi. Donc, comprendre ben, comment ils pouvaient travailler efficacement avec ces outils-là et avec des personnes qui peuvent les aider, les accompagner. Mhm. Et là, je parle pas de moi, là, mais plus d'organismes de terrain. Quand on parle de diversité, on parle là de personnes immigrantes, mais on peut parler d'autres catégories de personnes. Il y a beaucoup, beaucoup d'organismes dans chaque région du Québec qui sont les spécialistes de ces personnes-là. Donc, moi, ce que je voulais avec le cours, c'est faire connaître à ces organismes, à toute la cohorte, à toutes les cohortes, pour qu'ensuite, Ah, sur le parce terrain, que on puisse travailler avec eux. c'est un monde, j'ai un client justement en ce moment qui embauche des Guatémaltèques qui s'est pris, parce que cette année, il y a eu de la difficulté à les avoir, bon, COVID n'ayant pas aidé, mais il y a eu de la difficulté à les avoir, il les a eu un petit peu plus tard, puis ils se sont dit, bon, on va se prendre d'avance pour le mois d'avril, ils ont dit, on va commencer au mois d'août pour le mois d'avril, alors qu'ils ne sont même pas sûrs de l'avoir au mois d'avril, parce que là, ils rentrent dans une espèce d'écosystème très difficile à comprendre. Puis d'ailleurs, ça me rappelle que je t'ai déjà fait intervenir même à 2 reprises dans mes 2 cercles du réseau Mallette, alors que tu étais avec une avocate, Nicole, Oui, qui était là, puis il y avait un monsieur de Service Québec qui nous parlait de tout ça. Fait que c'était des professionnels, puis des gestionnaires, des professionnels RH, puis des gestionnaires, puis c'était comme tout le monde s'entendait à dire que c'était compliqué, ça changeait. Puis je me souviens que vous disiez, ah, ça a changé, ça, c'est nouveau, ça. Fait que oui, ça semble être un monde en constante évolution, adaptation, tout ça. tout à fait. Mm. Puis, tu disais tout à l'heure, on fait du recrutement international. Oui, c'est une des solutions pour contrer les pénuries de main-d'œuvre qu'on vit actuellement puis depuis quelques années. Ce n'est pas la seule solution, Mhm. mais c'est une solution qui, je pense, n'est pas donnée pour toutes les entreprises, pour tout type de structure. Tu l'as dit, c'est long, il faut se préparer à l'avance, ça coûte très cher, ça change beaucoup. Euh, Tu l'as dit aussi, on a fait la présentation pour ton cercle, il y avait une personne de Service Québec, donc on a besoin de Service Québec pour connaître tous les programmes qui sont offerts et les soutiens aux entreprises. Puis, moi, je travaille systématiquement avec des avocats, des avocates ou des consultants, consultantes en immigration parce que ce sont ces personnes-là qui ont la connaissance des lois et des changements des lois qui changent tout le temps. Mhm. Puis, ils ont aussi les liens avec les paliers gouvernementaux comme la province de Québec, le ministère de l'Immigration au Québec, puis le ministère de l'Immigration au niveau du fédéral. Tu disais que c'était long, mais oui, il y a vraiment des délais là, pour l'obtention des permis de travail. Donc, Mhm. tout ça, ça faisait partie du cours pour les sensibiliser, puis leur donner cette information-là. Je suis pas une spécialiste, une juriste, donc
j'allais pas jusque dans les détails des lois. Mais ce cours était vraiment monté pour leur donner un maximum d'informations et d'outils euh, qui soient les fondements finalement de leur pratique en gestion de la diversité pour qu'après ils puissent aller plus loin OK. dans la pratique. On a parlé aussi, bon, de recrutement, de tout ça, mais quand on accueille, tu sais, toi, tu accompagnes, tu formes et tu accompagnes les entreprises dans leur accueil et intégration Oui. de leurs personnes immigrantes. Quand on t'appelle, quand le téléphone sonne, c'est quoi la douleur, là? C'est quoi le besoin exactement? Puis qu'on dit, là, ça part généralement de quoi? Qu'est-ce qu'on dit, là? Comme, OK, Corinne, viens nous aider, on a besoin de toi. Qu'est-ce qui nous manque pour qu'on fasse affaire avec Corinne? Je te dirais il y a plusieurs choses qui sont demandées, puis ça a évolué ces dernières années. Mais actuellement, on m'appelle pour des formations sur les biais inconscients. Des biais Je dirais pas que c'est inconscients. la saveur du mois, mais on en entend beaucoup parler. Et puis, on m'appelle aussi pour faire de la sensibilisation auprès des équipes quand on sait qu'on va accueillir des nouveaux arrivants, des travailleurs étrangers temporaires notamment, tu en parlais tout à l'heure. Il y a certaines entreprises qui profitent des délais administratifs entre le moment où ils ont recruté la personne immigrante dans son pays d'origine et le moment où cette personne va arriver. Bien, il s'écoule plusieurs mois. Donc, certaines entreprises en profitent pour préparer les équipes à accueillir des nouveaux collègues, des nouvelles collègues, surtout quand ce sont des milieux qui sont assez homogènes et où peu d'immigrants ou pas d'immigrants sont déjà venus travailler. Mhm. Donc, il y a de la Principalement sensibilisation à québécois. faire. Puis là, on Oui, arrive avec d'autres nationalités, qu'on est des Latinos, oui, il y a toutes sortes comme, de... j'ai observé, mais c'est mon expérience, donc c'est pas forcément généralisé à toute la province, hein, mais j'ai observé ces dernières années des vagues d'arrivée de personnes qui venaient des Philippines, Oui, Philippins. des Malgaches, donc de Madagascar. Maintenant, c'est Oui, beaucoup l'île Maurice. OK. Donc, il y a du recrutement qui se fait beaucoup dans l'océan Indien. Et quand ces travailleurs étrangers temporaires arrivent, c'est pas une ou deux personnes. C'est parfois 10, 15, 20 personnes, 30 personnes, 40 personnes qui arrivent dans une organisation. Euh, pour donner une petite information, quand les entreprises font des demandes pour avoir des travailleurs étrangers temporaires, une fois qu'ils ont fait toutes les démarches pour démontrer qu'ils vont essayer en local de recruter, ils peuvent recruter jusqu'à 10% de leur main-d'œuvre. Donc, si on a une usine où il y a 400 personnes, ils peuvent recruter 40 personnes comme travailleurs étrangers temporaires. Hmm. Il était question que ça monte à 20%. Là. Je ne sais pas si, encore une fois, il faut travailler avec des avocats. Je ne sais pas où est-ce Mais, qu'on en est rendu. Là. puis tantôt, tu as parlé des lois. Là, on a des biens conscients. Moi, je me souviens d'avoir fait une intervention, c'était de la formation, puis de l'accompagnement pour des chefs d'équipe qui travaillaient dans une entreprise où il y avait certainement 10, 12 nationalités différentes. Puis les chefs d'équipe, je disais, ben ta gang vient d'où? Ben, je ne sais pas. Ben, pourquoi tu ne le sais pas? Ben, j'ai pas demandé, mais pourquoi tu n'as pas demandé? Ben, je n'osais pas. Non, Mais pourquoi tu n'osais pas? Moi, si je suis quelque part sur la planète et on me demande je suis de quelle nationalité, je ne serais pas offusquée. Au contraire, je vais être contente qu'on s'intéresse à moi. Je lui avais donné la requête. J'ai dit la prochaine fois qu'on va se voir, j'aimerais ça. Tu me listes ça, puis tu me trouves juste la nationalité des gens. Et la rencontre suivante, quand le gars est arrivé puis qu'il m'a dit, hey, lui, c'est un Philippin. Hey, il m'a raconté la raison pour laquelle dans son pays, il y avait la guerre, il est arrivé ici. Il brillait de par les histoires des gens, puis par le fait qu'il avait pu rapprocher, puis les gens étaient tellement contents, ces gens, ces employés-là étaient tellement contents qu'on s'intéresse à eux que ben, ça a changé comme toute la dynamique. Puis ce qu'on voit aussi, tu as sûrement fait des visites d'entreprise, mais je me souviens d'avoir vu des visites où là, c'était comme des ghettos. Il y avait la gang de Latinos, il y avait la gang des Africains, il y avait la gang des Maghrébins, qui avaient des langues différentes. Mais là, ça fait quand même plusieurs années, je pense que le contexte a évolué depuis, mais
c'était comme un peu des ghettos dans une entreprise, dans le même milieu de travail, alors que tout le monde se tenait ensemble. Est-ce que c'est ça, toi, que tu essaies d'amoindrir, que justement l'inclusion, que tout le monde puisse travailler ensemble avec une culture, une langue différente? C'est-tu vers là que tu souhaites accompagner les entreprises? Ben oui, on souhaite évidemment aller vers l'inclusion. Là, je sais pas si les personnes qui écoutent, même toi, là, vous avez vu passer sur les réseaux sociaux très certainement des images qui illustrent la différence entre l'intégration, l'inclusion et puis l'exclusion et tous ces concepts-là. Puis il y a une image qui te montre des petits points qui représentent les personnes avec des petits points de toutes les couleurs. Et l'image illustre l'intégration comme on a les employés de l'entreprise et puis au milieu, on a un cercle avec les nouveaux employés qui sont issus de la diversité ou les employés qui sont issus de la diversité. Ça, c'est l'intégration parce qu'ils sont intégrés dans l'entreprise, ils sont intégrés dans le groupe, mais ils restent dans un seul et même groupe. OK. Alors que l'inclusion, tu vas avoir tous les petits points qui représentent les personnes issues de la diversité mélangés avec toutes les personnes qui représentent l'entreprise d'accueil. Ça, c'est l'inclusion parce que OK. tout le monde est mélangé sur OK. l'image. Donc, l'intégration, C'est c'est pas une bonne nécessairement chose, inclusif. l'intégration, Intégrer, mais c'est pas nécessairement être c'est inclusif. C'est ça. ça que tu dis, là. Intégrer, c'est pas nécessairement inclusif. Intéressant. Tu sais, c'est comme le mot tolérance. Moi, c'est un mot que je n'aime pas du tout. Je l'utilise quand je dis les étudiants, j'ai essayé de développer chez eux la tolérance à l'ambiguïté, mais ça ne veut pas dire que c'est assimilé en eux. La tolérance à l'ambiguïté, ça veut dire que je l'ai là, l'ambiguïté, puis je tolère qu'elle soit là, je conçois qu'elle soit là et je vis avec. Et la tolérance, quand on dit je tolère, je suis tolérant parce que moi, j'ai plein d'employés immigrants dans mon entreprise, je suis tolérant. La tolérance, c'est loin d'être l'inclusion. La tolérance, ça veut dire j'accepte que ces personnes-là soient dans mon entreprise, mais c'est tout. Elles sont là, puis il n'y Mhm. a pas vraiment d'échange, on leur demande pas leur avis, elles font pas partie de l'entreprise. Il y a aussi quelque chose qui circule sur les réseaux pour dire l'intégration, c'est d'être invité au party, puis l'inclusion, c'est d'être invité à danser. Donc, Ah, c'est ou bien quelque chose dit. comme ça, là. Je ne sais pas si je dis les termes exacts, mais c'est à ça que ça ressemble. Ça, c'est on t'invite, tu es là, mais quand on a des pratiques inclusives, tout le monde danse en même temps et avec tout le monde. Pas les chats sauvages. Plus qu'on met en cage les oiseaux de la terre. Faut les laisser aller comme on les laisse venir au monde. Est-ce que c'est possible, Aimer jamais. en 2022 bientôt, de changer un billet par exemple, là, je rentre dans les paradigmes, mais mettons, là, un gestionnaire, un chef d'équipe de 58 ans, qui a toujours travaillé dans un milieu québécois blanc. Là, il arrive toutes sortes de nationalités, puis il y a un biais perceptif, il y a des préjugés, puis il y a de la discrimination. Je suis un professionnel à RH, mettons. Est-ce que il y a espoir? Est-ce que je puisse quand même euh, in- l'inclusion, inclure, sans tolérer, Euh, mais parce que je dis toujours, c'est si tu n'aimes pas la personne, si tu n'aimes pas ton employé, c'est dur de le pardonner, c'est dur de le tolérer, c'est dur de, de bien l'accompagner. Si tu ne l'aimes pas, la personne, y a-tu espoir? Qu'est-ce qu'on fait en 2022 pour contrer ça? Sincèrement, moi, je suis une optimiste. Alors, sinon, je ne ferais pas ce que je fais depuis 12 ans. Là. Mais moi, j'y crois beaucoup. Je crois beaucoup à la justice sociale. Je pense que la société québécoise, on a cette chance-là, est une société quand même
accueillant. Puis quand moi, j'ai eu la chance de faire des études et des recherches sur l'intégration des personnes immigrantes, j'ai rencontré aussi des personnes immigrantes qui le disent, la société québécoise, elle est très ouverte. Il y a quelque chose qui m'avait été rapporté une fois que j'avais trouvé très imagé. La personne me disait, les Québécois sont super accueillants, ils t'ouvrent les bras. Le problème, c'est qu'ils ne les ferment pas beaucoup. Oh Mais mon Dieu. donc, c'est ça. Je suis optimiste. Je pense qu'il y a du travail. Il y a beaucoup de travail à faire parfois dans certaines, auprès de certaines personnes. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup de diversité, on parle beaucoup d'équité, on parle beaucoup d'inclusion. Je pense pas que ce soit la saveur du mois. En tout cas, je l'espère là que c'est pas une mode. Et il y a vraiment beaucoup d'organisations, beaucoup de personnes qui ont fait une prise de conscience. Le problème, c'est que ces personnes-là ne savent pas comment commencer, par où commencer. Est-ce qu'on a des outils? Comment on peut Ben, c'est faire? ça. Parce que la volonté est là. Il y a un malaise, je pense que c'est peut-être au niveau légal, au niveau de non-habitude. On n'est pas habitué non plus à, à communiquer avec d'autres si on n'a pas déjà cette ouverture-là à la base. Oui, mais je te dirais, en formation, j'ai vu des personnes qui sont arrivées en début de formation en me disant, à qui on avait dit, il faut que ça aille à la formation. Ah. Donc déjà, tu sais, ça part pas d'un besoin de la personne de se dire, j'ai besoin d'être formée. C'est sa hiérarchie qui lui a dit, il y a une formation sur la gestion de la diversité, il faut que tu y ailles. Et Commence tu mal. en as fait de la formation, toi aussi, tu sais que quand tu as des Ça personnes comme ça commence dans mal. ton groupe, C'est pas ceux qui sont les plus gentils avec toi comme formateur. ben, tu sais, ça Normalement. part ta journée, ouf, puis Ouais. t'es ensemble toute la journée, là. Mais je pense pas que d'attaquer de front, ce soit très efficace. Moi, je préfère travailler sur la prise de conscience. Donc, je sensibilise. J'essaye d'amener les gens à voir quelles lunettes ils ont sur le nez et avec quelles lunettes ils regardent le monde. J'aime bien l'image des lunettes Ouais. parce que ça me permet de dire, ben, si on change de lunettes, si on va regarder le monde avec les lunettes Mhm. de la personne immigrante qu'on vient d'embaucher, voilà ce que cette personne, elle risque de voir. Mhm. Donc, c'est d'expliquer les parcours. C'est quoi le parcours d'une personne immigrante? Pourquoi quelqu'un qui est résident permanent va venir? Quel est ce, Qu'est-ce qui motive ces personnes-là? Chaque histoire d'immigration est différente, mais qu'est-ce qui peut motiver ces personnes-là à venir? Puis quelle perception on a de l'extérieur du Québec? C'est quoi l'image du Québec qu'on a du Canada? Pourquoi les gens choisissent de venir au Québec ou au Canada? Donc, tu sais, c'est comme une prise de conscience de, ah ben, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes façons de voir la vie, mes façons de voir le monde, comment mon environnement a construit ce que je suis aujourd'hui, la personne que je suis aujourd'hui. Et puis, les gens qui arrivent en me disant, ben, moi, de toute façon, je suis raciste, hein, fait que c'est pas votre formation d'une journée qui va changer les choses. OK, ben, vous êtes raciste. Est-ce qu'au moins on peut passer la journée ensemble à échanger, puis on verra à la fin de la journée Mhm. si vous considérez toujours que vous êtes raciste et que vous avez perdu votre temps. C'est dommage pour moi parce que si je vous fais perdre votre temps, je suis pas contente avec ça, là, ça m'attriste. Mais tu sais, je changerai pas les gens en une journée. Puis généralement, à la fin de la journée, les gens Ça a arrivent en me évolué. disant, finalement, je suis pas si raciste que Ah. ça. Donc, il y a une Quand même. perception aussi de la personne sur son racisme qui est pas tout à fait ça, là. Donc, tu sais, c'est aussi de revoir les concepts et puis de donner Mhm. quelques explications, Mm. bien définir les choses, là, remettre dans Mm. les perspectives. Mais moi aussi, j'ai des lunettes roses, là. J'ai bon espoir que l'avenir se transforme. D'abord, on a du contrôle avec des gens comme toi qui forment, qui est un agent de transformation, ni plus ni moins pour gestionnaires et professionnels RH, parce que on a un contrôle à changer ça minimalement dans nos organisations. Mais on a un contrôle aussi sur les générations qui nous suivent. Moi, je pense juste à mon garçon. Petite école de 300 élèves avec certainement 15 à 20 nationalités différentes. Dans la façon qu'on éduque nos enfants, pour lui, il n'y en a pas de différence, là, que ses amis, ils sont toutes sortes de nationalités, puis
je pense qu'il ne fait même pas la distinction tellement c'est intégré dans lui alors qu'il y a 10 ans. Donc, je pense que l'avenir sera meilleur à ce niveau-là, à force aussi de côtoyer d'autres nationalités. Je pense qu'on s'habitue aussi à la différence et tout ça. En terminant, j'aimerais ça que tu me dises, Corinne, si tu avais une chose à changer dans toute ton expertise, si tu avais une baguette magique qui te permet de changer une chose sur la société, quelle serait-elle? Ouf, c'est une vaste question. Qu'est-ce que je changerais? Le racisme. Hmm. Ouais, je pense que j'enlèverais le racisme. Il y a beaucoup de choses que je voudrais changer, là, mais je commencerai avec le racisme. N'emprisonne pas les cœurs volages. Pas plus qu'on coupe les ailes aux oiseaux de la terre. Oui, mais je te suis. Hein, on a entendu des histoires avec Joyce, encore en fin de semaine, des interventions policières. On n'aime pas tous les détails des altercations, mais sur des Noirs, il y en a tellement, il y a tellement de choses à dire que ça pollue notre société, je pense. Oui, mais si tu me permets de rajouter par rapport à ça, euh, tu vois, j'ai commencé à travailler en intégration des immigrants il y a 10 12 ans. Puis à l'époque, je parle comme une vieille dame, c'était pas très glamour de parler d'intégration des immigrants dans les entreprises. En plus, je suis immigrante. Je suis pas née au Québec, ça s'entend, là. Je suis pas née au Québec. Une femme T'es française, immigrante. pour peut-être le préciser. Et en plus, je suis française, imagine-toi. On est habitué aux Français, Corinne. Donc, c'était d'arriver dans un milieu d'affaires aussi assez masculin. Donc, j'arrive femme française, immigrante, qui travaille à l'intégration des immigrants dans les Uh-huh. entreprises québécoises. Et je me suis pas aidée, là. Et il Mais a au fallu contraire, moi, je trouve qu'elle percer. était toute désignée pour ça. C'est tout Il ce a qu'il faut fallu pour ça. percer. Il a fallu percer quand même dans le monde des affaires. Et puis, ça, ça a bien évolué, je pense. Est-ce que nécessité fait loi, la pénurie de main-d'œuvre a fait en sorte que Mhm. les Oui, entreprises se sont ouvertes? Ben, tant oui. mieux. Mais ce que je remarque aussi, c'est depuis 1 an et demi, 2 ans, notamment avec ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'histoire de George Floyd et ce qui s'est passé au Québec avec Joyce Echaquan, dont tu parlais tout à l'heure, Oui, euh, ça a pris beaucoup de place. oui. On en a entendu beaucoup, beaucoup parler et sans que ce soit une chance, là, la COVID a fait en sorte que on parlait de COVID, mais on parlait aussi de ces événements-là. Il n'y avait plus de spectacles, il n'y avait plus de vie culturelle, il n'y avait plus de sport. Donc, ça a laissé la place aussi à ces questions-là et ça a permis de mettre sur la map, de mettre au grand jour aussi les difficultés que les personnes issues de la diversité vivaient. Les Donc, Autochtones. Ça a été les une grosse Autochtones, année pour les oui. Autochtones aussi. Puis moi, j'ai senti, en tout cas, je ne sais pas si mes lunettes sont trop roses, mais j'ai vraiment senti une plus grande inclusion, une plus grande ouverture, mais aussi un peuple qui a pris plus sa place, qui s'est imposé davantage. Puis je trouve ça magnifique, merveilleux. Si ça peut être comme ça pour les prochaines années, tant mieux. Puis si COVID a aidé ne serait-ce que pour ça, tant mieux. Là. C'est quand même il y a Notre toujours grande du chance, c'est positif. que, ouais, notre grande chance, c'est qu'on a des outils aussi maintenant, fait de plus en plus de programmes universitaires. Puis, juste un petit mot sur la nouvelle maîtrise sur mesure en équité, diversité et inclusion de l'Université Laval qui a débuté en septembre. Donc là, c'est de préparer vraiment des personnes à travailler en EDI. Il y a d'autres micro-programmes qui existent. Il y en a un à l'Université Laval, il y en a un à l'UQAR à Lévis. Mais de plus en plus, je pense qu'on va voir ces programmes-là universitaires pour préparer des professionnels et les outiller véritablement. Donc, Which is good. ça, c'est vraiment Ouais. des Ça, très, ben, très beaux programmes. c'est un signe, hein? Oui. Ouais, c'est un beau signe. Tant mieux. Tant mieux, je suis bien contente. Donc,
Corinne, évidemment, si on a des besoins, on t'appelle. Puis je pense que Oui. tu as toute l'expertise. Tu as recensé le sujet de fond en comble, t'es mise à jour sur toutes les lois, sur ce qui se passe sur le marché. Autant comme formatrice, comme enseignante, comme accompagnatrice, consultante dans les entreprises. Fait que je sais que tu vas travailler sur une formation aussi, une formation en ligne. Fait que on va mettre les notes, en fait, les liens pour te rejoindre. Je vais les mettre dans les notes d'épisode. Fait que si on veut te contacter, Interculturel Service Conseil, on t'appelle. Puis, Merci beaucoup, Vicky. grandement, les besoins seront comblés. Fait que merci à toi. Je suis contente de finir l'année avec toi. Puis ben nous, c'est sûr qu'on se revoit encore. On est des amis, fait qu'on se revoit encore dans la vie. Sinon, ben merci. Puis je te souhaite une très belle journée, Corinne. Merci, Vicky. Merci pour l'invitation. J'en aurais parlé pendant des heures et des heures. Mais, Ça va trop vite. Trop de choses à dire. oui, on va se revoir. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Toi, est-ce que tu constates encore des problèmes d'équité et de discrimination dans ton entreprise ou encore dans les entreprises en général? Si jamais c'est le cas, j'aimerais ça que tu me le partages. Écris-moi, puis donne-moi tes impressions ou tes commentaires. Ça me fait tellement toujours plaisir de te lire. La semaine prochaine, pour mon dernier épisode de la saison 1 en toute liberté avec Vicky, écoute, là, il faut que je dise, j'ai tenu le coup pendant toute une saison. Je suis vraiment fière de moi, tellement que je reviens avec une saison 2. Mais bon, comme dernier épisode, faut pas manquer ça parce que c'est probablement l'épisode dans lequel je vais me livrer le plus personnellement. Celui dans lequel je vais me rendre le plus vulnérable. Je te parle de mes résolutions 2022. Je te fais une rétrospective aussi 2021. Je te parle de mes résolutions, puis je t'explique, elles viennent d'où, ces résolutions-là. Je veux faire ça parce que j'ai réalisé dans les dernières années que plus je me montrais vulnérable, meilleure la qualité de mes relations était. Et aussi parce qu'un jour, quelqu'un me dit « C'est une grande force que d'admettre ses limites. » Ciao, ciao!